Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, bilan des dossiers avec le maire de Saint-Hilarion, Patrick Lavoie. L'Auberge des Balcons lance une campagne de financement pour amasser 100 000 $. Le chœur polyphonique de Charlevoix en concert le 11 décembre prochain à Baie-Saint-Paul. Plus de 36 000 $ amassés par la Guignolée des médias dans Charlevoix. Pas de rencontre informative pour le projet Géolagon avant 2023. Le traversier NM Svanoy demeure hors service tout l'hiver. Et enfin, le camp Le Manoir présente ses activités hivernales. Bonne émission! Nous avons voulu connaître le développement de certains dossiers à la municipalité de Saint-Hilarion. Nous avons rencontré le maire Patrick Lavoie. Patrick Lavoie, bonjour. Bonjour. On va faire le tour des dossiers à la municipalité en commençant avec la garderie communautaire qui devrait ouvrir là, au printemps 2023. C'est une idée nouvelle ou bien ça date de quelques mois ou quelques années même? Bien, dans le fond, ça s'inscrit dans des projets du gouvernement, du ministère de la Famille, oui, là, où les municipalités peuvent, dans le fond, dans leurs édifices, dans leurs locaux, offrir des locaux pour faire l'établissement, dans le fond, d'une garderie en milieu familial. C'est un peu le même genre que ça. Oui. La municipalité avait déjà réfléchi à ça. En 2021, on avait déposé une demande au ministère de la Famille, justement, là, dans les appels de projets qu'il y avait eu pour construire une garderie à Saint-Hilarion. Mais notre projet n'avait pas été retenu. Donc, ensuite de ça, en discutant avec le bureau coordonnateur du Soleil à la Lune à Baie-Saint-Paul, on m'avait mis au courant qu'il y avait des possibilités, là, justement, à ce niveau-là, de pouvoir développer des services puis en offrant des locaux. Puis comment ça va fonctionner exactement? Est-ce que ça fonctionne comme un CPE ou une garderie en milieu familial? C'est quoi un peu le fonctionnement? Oui, bien, c'est le modèle, dans le fond, d'une garderie en milieu familial. Okay. Dans le fond, c'est une responsable de service de garde qui est comme si c'est au même titre que comme si elle était à la maison chez elle. Oui. Sauf que là, elle est dans un local offert, un local communautaire, si on veut. Donc, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Le bureau coordonnateur, le CPE, le Soleil à la Lune, c'est eux autres qui coordonnent aussi là, au même titre que les milieux familiales. Puis est-ce que ça va répondre à une demande? Parce qu'on sait que, bien, c'est pas juste dans Charlevoix, mais au Québec, là, il y a un manque criant de garderies. Est-ce que ça va répondre? Bien, c'est sûr que oui, ça répond. On peut pas dire, ça serait dur de dire que ça répond pas à une demande. Ça répond à une demande à différents niveaux. Des fois, ça peut être quelqu'un qui veut établir une nouvelle garderie, une nouvelle responsable qui veut ouvrir, mais qui n'a pas nécessairement la place chez elle pour le faire. Là, dans le cas qui nous concerne à Saint-Hilarion, dans le fond, c'est une garderie, c'est une responsable de service de garde qui exploite depuis plusieurs années déjà. Puis elle, bien là, c'est ça, elle est rendue à un moment où est-ce que là, bien, dans sa maison, bien, ça devient, tu sais, le milieu de vie est différent, puis tout ça, puis prête à passer à autre chose au niveau de l'espace. Donc, c'était une belle opportunité pour elle. Puis en même temps, du même coup, bien là, ça va permettre aussi à une autre responsable de service de garde de venir se jumeler avec elle. Donc là, présentement, elle avait 9 places dans son service de garde. Donc, dans le nouvel espace qu'on va créer, il va y avoir 3 places supplémentaires. Donc, eux autres, à 2 services de garde. Donc, chaque responsable a le droit à 6 enfants. C'est ça. Donc, au total, on aura 3 nouvelles places à Saint-Hilarion. C'est sûr que ça, on aurait bien aimé que ce soit 12 places. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on se dit 3 places de plus. C'est déjà bien. Puis, on est toujours ouvert à Saint-Hilarion. On a des locaux. Donc, s'il y a d'autres projets qui sont présentés, là, on est ouvert à ouvrir d'autres espaces. Exactement. Donc, ça va être à suivre en 2023. Parlons maintenant de la résidence pour aînés. Ça fait un petit moment qu'on en parle. On est en attente. Est-ce que la construction est commencée? Oui, la construction a commencé depuis le début de l'été 2022. Ensuite, ça va bon train. Là. Les dernières nouvelles que j'ai eues jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a toute la partie coulage de béton. Là. Il y avait toute la préparation du sol et tout ça. Normalement, le coulage de béton devrait se terminer en décembre 2022. Et
c'est tout. Normalement, Normalement, bien, oui. dans les échéanciers, ce qui est prévu, c'est qu'en janvier 2023, là, dans le fond, là, toute la structure de bois se met en place là, pour la construction. Donc, les prochaines étapes vont être vraiment de finaliser et de faire l'intérieur, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Mais là, on a déjà une structure de montée. On a Oui. déjà l'ampleur des 2 étages qui sont présentement. Là. Fait que là, c'est tout en béton, mais là, il va rester à recouvrir tout ça de bois. Et est-ce que les places ont déjà été attribuées? Comment ça va fonctionner, ça, exactement? Ça, sincèrement, j'en ai aucune idée. OK. Présentement, c'est sûr que le dossier de construction, c'est la Société québécoise des infrastructures qui a ça en main. Concernant les places, ça va être le CIUS de la capitale nationale qui va s'occuper de ça, mais je pourrais pas vous dire, j'ai aucune information à ce niveau-là présentement là, concernant l'attribution des places. C'est sûr qu'il y a des besoins parce que, je vais dire malheureusement, on a vu qu'il y avait plein de RPA qui avaient fermé au cours des dernières années. Ça fait que c'est sûr que ces gens-là ont été replacés, mais il y a quand même des besoins qui persistent. Puis en parallèle à ça, on a le développement domiciliaire là, qui est à peu près dans le même secteur. Est-ce que ça avance bien? Est-ce qu'il y a des constructions? Est-ce que c'est vraiment plus au niveau des terrains qui sont à vendre? Ça ressemble à quoi là en ce moment? Oui. Bien, nous, tout ce qui concerne le développement résidentiel, pour nous, c'est complété, je veux dire, à 90 OK. Il nous reste, dans le fond, là, tous les terrains sont prêts à vendre. L'aménagement est effectué. Dans ce qui nous reste à faire, c'est l'année prochaine, au printemps 2023, une dernière couche d'asphalte dans la rue. Oui. Parce que, vu qu'il y avait encore des travaux, on a préféré retarder la dernière pour ne pas faire de bris. Ensuite, il reste l'implantation Hydro-Québec. On est en attente encore. Les processus sont en marche, mais c'est pas encore fait. Donc, les poteaux, l'électricité n'est pas rendue. Puis, on a, concernant la vente des terrains, on avait, comme je vous dis, une vingtaine de terrains à vendre. Oui. On a 2 terrains qui se sont vendus au cours de l'année 2022. C'est 2 terrains qui étaient dédiés là, à la construction de multilogements. Là. Donc, on a 2 terrains de 6 logements là, qui sont vendus. Donc, on devrait avoir au cours de l'année 2023, peut-être 2024, je ne sais pas l'échéancier des propriétaires exactement. Mais ça, c'est une bonne chose, parce que les logements, c'est un besoin là, criant dans Charlevoix. Exactement, oui. En terminant, M. Lavoie, la planification stratégique 2022, donc concernant ça, il y aura en 2023, janvier 2023, si je ne me trompe pas, une journée participative des citoyens. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste? Oui. Bien, dans le fond, là, la municipalité, depuis le début de l'année 2022, on veut revoir la vision de la municipalité, où est-ce qu'on s'en va. On a besoin des citoyens pour ça. Donc, il y a différents sujets qui seront amenés lors de cette journée-là. Donc, si on parle des services de proximité, l'offre en loisirs, le développement de Saint-Hilarion. Des fois, on va parler de développement résidentiel. On en a un présentement, mais aussi développement industriel. Il y a des projets. Donc, toute la cohabitation qui vient avec ça. Ensuite, fait que cette journée-là, où la population va être invitée en janvier, ça va être justement là, pour venir valider le travail qui a été fait pendant l'année 2022 avec le comité de pilotage qui avait été formé. OK. Puis, au niveau du tourisme à Saint-Hilarion, est-ce que ça fait partie de vos priorités ou des choses auxquelles vous voulez vous attarder dans les prochaines années? Bien, c'est sûr que moi, au niveau touristique, j'ai toujours espoir qu'on va finir par amener Saint-Hilarion un petit peu plus loin pour retenir les gens. On a beaucoup de... Je sais que c'est un secteur qui, moi, personnellement, je pense qu'on peut aller faire un petit peu plus dans cette optique-là. On verra ce qui sortira justement de la planification stratégique. Ça va être un sujet qui va sûrement être traité qui va être réfléchi. Donc, l'orientation que les gens nous donneront comme mandat, si on veut, là, comme vision, comme orientation au conseil municipal. Donc, ce sera à suivre. Avez-vous la date pour cette consultation? Non, on n'a pas encore la date. Là, ça va être... j'ai aucune idée. Là. On se rencontre justement après notre entrevue là, pour revoir notre échéancier. Là, parfait. Donc, mais en janvier 2023. Probablement janvier 2023, oui. Merci, M. Lavoie. On vous dit bonne année. À la prochaine. Bien, merci à vous. Bonne année à vous aussi. Le prolongement des travaux à Maisons-Mères force l'Auberge des Balcons à retarder son déménagement. Afin de tenir le coup jusqu'au printemps prochain, une campagne de financement voit le jour. Le directeur de l'Auberge de jeunesse, Rémi Couture, nous explique.
En janvier 2022, débutaient les travaux de mise aux normes du bloc 1 de Maison-Mère. L'Auberge des Balcons, locataire de Maison-Mère depuis 2017, doit déménager dans ce bloc. Le directeur de l'auberge, Rémi Couture, apprenait dernièrement qu'il allait devoir s'armer de patience puisque le système des gicleurs n'était pas conforme. Les nouvelles sont que les travaux vont commencer juste après les fêtes, des travaux d'ordre quand même assez volumineux, là, un bon travail, le changement des gicleurs et de l'approvisionnement pour les gicleurs dans le bloc 1. C'est le bloc qui va recevoir l'auberge de jeunesse quand on va déménager. Ça va commencer après les fêtes. Ça devrait durer un bon 3 mois certains. Fait que nous, on entrevoit intégrer, dans le fond, faire le déménagement au mois d'avril ou mai, ce qui serait idéal pour nous, parce qu'avril-mai, c'est une période qui est plus faible dans l'année au niveau touristique. Alors ici, ça va être l'accueil, puis l'accueil qui va donner en même temps ici sur le bistrot qui est à côté. Ayant investi en moyenne 100 000 $ pour une ouverture qui a été prévue à l'année 2022, l'auberge de jeunesse fait face à un manque à gagner en l'absence des revenus escomptés. Bien, les revenus, ils manquent à notre compte en banque, là, fait que, donc on a investi prématurément, fait que ça met quand même nos liquidités assez fragiles, ça rend nos liquidités fragiles. Fait qu'on est tenu de faire une campagne de financement parce que là, on est en basse saison, il faut se rendre jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Mais aussi, c'est qu'il reste des investissements à faire pour finir le travail. Si on veut rentrer convenablement, il reste encore 50 000 $ à investir. Puis, sur ce qu'on a acheté en 2022, on doit 50 000 $ aussi. On est rendu à 100 000. Mais il faut aussi se rendre jusqu'au mois de juin. Fait qu'on rajoute un autre 50 000. Fait que c'est ce qui donne un peu le portrait. Fait que ici, présentement, vous êtes au bar du bistrot des Balcons. Alors ça, c'est la section salle à manger, puis la section bistrot. Avec le déménagement, l'Auberge des Balcons compte poursuivre sa mission d'offre culturelle locale avec l'ouverture du bistrot des Balcons. Puis de ce côté-ci, ça va être la section scène. Alors ici, il va y avoir comme une scène qui va faire comme toute cette section-là ici. On pense que on peut avoir, lors de spectacle, il va y avoir un permis de 75 places, fait que c'est à ça que ça va ressembler. Mais la campagne de financement est primordiale, selon Rémi Couture. Fait qu'on fait une campagne de financement qui va se dérouler en 2 temps. À partir de décembre, on va offrir des dodo-dollars. Les dodo-dollars, dans le fond, c'est comme avoir des crédits à l'auberge des Balcons, mais bonifiés parce qu'on les achète d'avance. Fait que, donc, le mois de décembre, du 1er au 31 décembre, on vend des dodo-dollars. C'est sûr que pour le monde de la place, on pense aux entreprises qui accueillent des nouveaux travailleurs, on pense aux gens qui veulent faire des cadeaux et tout ça. Mais on va s'adresser, bien sûr, aussi à notre clientèle qu'on a de l'extérieur, qui vient régulièrement à l'auberge puis qui va comme profiter de cette campagne-là pour faire des réserves de dodo avec bonus, dans le fond. Alors, à partir de 100 jusqu'à 400 $, c'est 10 %. À 500 $, c'est 15 %. À 1000 $, c'est 20 %. Puis les compagnies ou les événements ou les organismes qui prennent pour 5000 $ de dodo-dollars, c'est 25 % de plus. Fait que c'est intéressant pour une compagnie, par exemple, qui prend pour 10 000 $, elle a pour 12 500 $ de crédit. Mais ça, il n'y a pas de limite dans le temps, puis c'est transférable, puis c'est bon, c'est valide en tout temps, dans le fond. Fait que ça peut durer 2 ans, 3 ans, il n'y a aucun problème. Un endroit qui est bien intéressant à voir ici, ça va être la cuisine communautaire. Parallèlement au crédit d'hébergement disponible en décembre, les citoyens ou les entreprises d'ici peuvent soutenir l'Auberge des Balcons en achetant des billets de tirage au coût de 20 $. Mais ces balcons-là, ils donnent vers la scène du festif, dans le fond. On a le festif qui est comme un de nos partenaires, non seulement nos partenaires, mais qui nous soutient dans cette campagne-là, qui nous offre des passes, la totale pour le festif, 2 passes la totale, puis 2 passes pour la scène des jardins. Fait que nous, on fait un tirage autour de ça. Dans notre nouvel hébergement, dans le bloc 1, on a un appartement VIP avec un lit queen, puis un futon, puis une cuisinette, puis tout. Fait qu'ici, c'est le comptoir de cuisine, l'évier est là, il va y avoir un petit frigo là. Dans le fond, ça va être 3 jours au festif de 2023, ça c'est le premier prix.
avec la passe totale, avec le frigidaire plein de bière, avec le frigidaire plein de bouffe, avec arrivée en train, tour d'hélicoptère, journée en kayak. Fait que dans le fond, il y a 13 commanditaires qui donnent des prix pour ce tirage-là. Puis en tout, ça va faire une valeur de 4 200 $. Il y a un deuxième prix qui va être une chambre avec lit double et avec un petit frigidaire aussi avec quelques boissons, puis la passe des jardins du festif. Puis sinon, le troisième prix, bien, ça va devenir au festif dans un des dortoirs. Fait qu'il va y avoir une place en dortoir aussi. Fait que ça va être un dortoir 8 places. Ça va être comme des lits superposés qui vont être installés ici. D'autres options sont disponibles pour soutenir l'organisme, qui est à la recherche de partenaires. C'est le début d'une campagne, fait qu'au fur et à mesure que la campagne va se dérouler, on va dire des choses, on va dévoiler des choses. On a fait une demande à la ville de Baie-Saint-Paul aussi. On devrait avoir une réponse incessamment dans le programme de subvention et dons pour les organismes sans but lucratif. Fait qu'on va voir de ce côté-là comment ça va. On est toujours à la recherche de partenariats aussi. Fait que ça va se développer. Je pense que dans le fond, l'idée, c'est que cet argent-là, on l'aide d'ici aller jusqu'à l'été prochain pour pouvoir se rendre jusque-là. Puis je pense que c'est un peu comme ça que ça va se dérouler. Il sera possible d'encourager l'Auberge des Balcons en se rendant à leur kiosque, au marché de Noël de Baie-Saint-Paul ou sur leur plateforme de financement. Le chœur polyphonique de Charlevoix reprend ses activités et propose un concert le 11 décembre prochain à Baie-Saint-Paul. Nous avons rencontré le vice-président du CA, Pierre Landry, et une des membres du chœur, Louise Lapierre. Pierre Landry, Louise Lapierre, bienvenue à TVCO. Bonjour, madame. Merci. C'est le retour pour le chœur polyphonique de Charlevoix. Vous allez être en concert le 11 décembre prochain. Qu'est-ce que ça représente? Le retour au chant? Oui, exact. Je dirais que pour les choristes, c'est presque la fin du monde. Parce qu'après 3 ans, ils s'embêtaient. Oui, c'est ça. Ils s'ennuyaient. Il y en a plusieurs qui étaient peut-être pas déprimés, mais qui avaient hâte de reprendre. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Oui. Oh oui, vraiment. On avait vraiment hâte de recommencer. On s'est retrouvés tout le petit groupe en septembre, content de se revoir, content de préparer un beau spectacle pour la population. Parce que pendant la pandémie, évidemment, il n'y avait pas de rassemblement possible, vous ne pouviez pas chanter. Absolument. Qu'est-ce que ça a été pour vous? Est-ce que ça a été difficile? Comment vous avez passé là, ces 2 années-là? En fait, c'est très difficile parce que le chœur existe quand même depuis de nombreuses années et la majorité des choristes sont là depuis le début. Alors, quand on a 15-20 ans d'habitude d'aller chanter à toutes les semaines, de se rencontrer et de travailler, d'apprendre avec Sylvain Landry, d'apprendre toutes sortes de choses sur la musique, se voir privé de ce plaisir-là pendant si longtemps, ça a été extrêmement difficile. Puis la majorité des personnes aussi sont des grands amateurs de musique. Alors, c'était un grand vide, vraiment un très grand vide. Alors, ça a été l'enthousiasme total en septembre quand on a su qu'on pouvait se retrouver et recommencer à travailler ensemble. Absolument, parce que là, vous allez présenter le 11 décembre prochain au Musée d'art contemporain 2 œuvres de Bach et Vivaldi, c'est ça? Exactement, oui. On va chanter le Magnificat de Vivaldi, ainsi que la cantate de 140 de Bach. Suivi de quelques oratorios de Bach également. Okay. Alors, ce sont des pièces qui rappellent un peu qui rappellent la nativité, qui parlent de Jésus, qui parlent de sa venue au monde, qui parlent de rédemption. Alors, c'est sûr que c'est très... En fait, on parle beaucoup de nativité, alors c'est approprié là, pendant le temps des fêtes. Oui, exactement. C'est de la musique sacrée. On peut dire que c'est de la musique sacrée. Et donc, c'est toujours dirigé par Sylvain Landry. Toujours, en effet. Vous êtes combien de chanteurs-chanteuses à l'heure actuelle? Je dirais à peu près 35-36, je crois, présentement, pour le concert. OK. Puis, est-ce que ça a été difficile de préparer en 3 mois là, seulement ce concert? En fait, ça a été difficile de retravailler la voix, parce que pour certains, on n'avait pas eu d'opportunité de chanter. Il y en a d'autres qui avaient des opportunités ou que par leurs occupations professionnelles, personnelles, devaient entretenir leur voix. Mais pour la majorité des choristes, ce n'était pas le cas. Alors,
on a recommencé en septembre, mais on a entrepris une nouvelle façon de travailler cette année. OK. Alors, au lieu de se rencontrer à toutes les semaines, on se rencontre à peu près 4 fois par mois, tout le groupe ensemble, et le restant, on travaille chacun chez soi. On a des partitions, les partitions écrites. Oui. On a des fichiers informatiques qui nous aident à pratiquer chacun nos notes à la maison, travailler, apprendre chacun nos notes de façon très assidue. Et puis, quand on se rencontre, on est déjà prêt. On est déjà prêt, on connaît notre programme. Alors, à ce moment-là, on peut mieux travailler avec notre chef, mais aussi avec la directrice assistante, Sœur Carmen Gravel. C'est elle qui me prépare. Okay. Et puis, elle fait le travail qu'on fait en groupe pour une première fois. Puis par la suite, on se présente devant Sylvain et là, on peaufine notre travail. Ouais. C'est ça, exact. Parce que Sylvain, lui, ne vient qu'une fois par mois. Il n'est pas toujours là. Non, il n'est pas toujours là parce qu'il vient de Toronto. Okay. Alors, pour lui, c'est un déplacement et c'est pour ça qu'il voulait qu'il y ait un changement de la façon d'apprendre pour que quand lui se présente, les choristes soient prêts, aient déjà digéré la matière. C'est ça, exactement. Qu'on la maîtrise au moins à 70 là, pour être capable de vraiment rentrer dans la musique, vraiment rentrer dans l'intention du compositeur puis donner le meilleur. C'est ça, parce que Sylvain Landry est quand même exigeant, là, monsieur... Oui. Oui, aucun lien de parenté d'ailleurs. Non, d'ailleurs, mais il est quand même... Il est exigeant parce que c'est un professionnel de la musique et un pédagogue hors pair. Je pense que Louise va être d'accord avec ça. Et il est capable d'aller chercher le meilleur des choristes. Okay. C'est un talent qu'il a. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais il a vraiment cette exigence-là. Il est capable de vraiment aller chercher. Et ça, vous aimez ça en tant que chanteuse, Madame Lapierre? Oui, c'est très, très intéressant parce qu'il nous a fait connaître d'abord des choses absolument extraordinaires, des choses en dehors de la musique classique traditionnelle. Il nous a fait connaître des œuvres de différents compositeurs. Puis c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme qui nous fait reconnaître ces personnes-là. Alors, ça nous fait voyager, ça nous fait apprendre plein de choses, ça nous fait travailler dans différents styles de musique aussi. Puis, pour les chanteurs, c'est intéressant d'apprendre comment bien chanter, au-delà de faire les notes, là, mais d'apprendre à bien chanter et de bien rendre l'émotion. Alors, Sylvain est très, très, très habile de ce côté-là là, pour nous pousser. Parfois à bout. Ça fait partie du métier, comme on dit. Comment on fait pour assister à ce concert le 11 décembre prochain? Il suffit il y a une adresse courriel sur le site. Il y a le numéro de téléphone que je n'ai pas par cœur. On peut s'adresser aux choristes si on les connaît. Oui. Sinon, on va à la porte. À la porte du Musée d'art contemporain, le jour même. Le concert est à 13h30, alors... en après-midi, c'est bien. Et puis, on a 250 places. On aimerait bien les remplir. Oui, on vous souhaite. En terminant, au niveau du recrutement, donc vous me parlez tout à l'heure que vous êtes environ 35 chanteurs, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, vous étiez plus nombreux. Comment ça se passe pour la prochaine année, le recrutement? Le recrutement n'est pas facile parce que les gens craignent, ils se disent que c'est trop difficile, le chœur polyphonique, ce qui est faux. Il faut que les gens aiment chanter, c'est la condition première. Oui. Et la deuxième, c'est d'avoir une voix à peu près juste. Bon. Ça peut se corriger. Ça se corrige. Oui, c'est Sylvain qui le dit. Oui, c'est ça. C'est pas moi. C'est ça. Alors, puis le recrutement, on invite les gens, surtout les nouveaux qui arrivent dans Charlevoix, à se joindre au chœur. Tout simplement. Oui. Oui, de venir essayer, toujours. Absolument. Oh, on est très sympathique. Oui, on le voit aujourd'hui. Puis les gens qui viennent restent longtemps. Ah, bon, vous voyez, signe que ça fonctionne. Oui. Mais, Madame Lapierre, Monsieur Landry, merci beaucoup, puis on vous souhaite un beau concert le 11 décembre. Merci beaucoup. Merci, Madame. Merci. La guignolée des médias demeure un incontournable pour remettre des dons en argent. Et cette année, plus de 36 000 $ ont été amassés dans la région. Dans Charlevoix-Ouest, le Centre communautaire Pro-Santé a récolté 9 775 $ et dans la région de l'Est, le Service d'aide communautaire de Charlevoix-Est a récolté 26 774 $.
Il sera possible, la semaine du 12 décembre, de donner des denrées alimentaires ou des dons dans certaines épiceries de Charlevoix. Le promoteur des villages Géolagon, Louis Massicotte, a rendu public 2 autres études préliminaires qui abondent dans le sens de la faisabilité du projet. Le maire Jean-Guy Bouchard et le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François recevront d'ici janvier 2023 les recommandations de la réserve de la biosphère de Charlevoix, mais pour le moment, aucune date n'est prévue pour une éventuelle rencontre informative. Si vous utilisez le service de la Société des traversiers du Québec entre l'île aux Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive, vous avez sans doute remarqué que le navire NM Svanoy est toujours absent. Par voie de communiqué, le responsable des communications et du marketing, Simon Laboissonnière, stipule que le navire ne pourra pas être de retour au service avant le printemps 2023. Logitech a informé la STQ que les travaux à affecter en cale sèche demanderont plus de temps qu'initialement estimé. Pour le moment, le NM Lomergouin demeure le navire en service à la traverse de l'île aux Coudres jusqu'à nouvel ordre. Le NM Félix-Antoine Savard remplacera le NM Lomergouin à la suite de son arrêt technique pour la saison hivernale. Une mise à jour plus générale suivra prochainement. Plusieurs activités hivernales sont offertes dans Charlevoix et dans les prochaines semaines, nous en ferons le tour. Aujourd'hui, nous vous présentons les activités au Camp Le Manoir. À chaque année, en décembre, au Camp Le Manoir, on a notre traditionnelle chasse au lutin. C'est une activité super rassembleuse, super populaire auprès des familles. Il y a plusieurs activités qui sont proposées. Dès 10 heures, les gens peuvent faire la chasse au lutin, qui est comme un parcours en forêt où est-ce qu'il y a plusieurs lutins qui se cachent. Les jeunes aiment toujours ça, aller découvrir l'univers des lutins. Le camp Le Manoir propose des activités pour tous les âges cet hiver, en commençant par la journée d'ouverture le 3 décembre. Tout au long de cette journée-là, les gens vont pouvoir aussi se promener, s'amuser librement avec différentes activités qui sont à faire sur le site du Camp Le Manoir, de la randonnée, le ballon-ballet, on a du baby-foot humain, on a une activité de survie en forêt. Donc, c'est toujours une super belle journée. Puis, ça marque un peu le début des festivités. Un événement populaire depuis 4 ans qui ne laisse personne indifférent. C'est toujours un succès à chaque année, donc on décide tout le temps de le répéter. Le concept évolue un peu à chaque année, ça peut être différent. Là, cette année, on le fait dans le cadre de la base de plein air animée, donc il y a vraiment une panoplie d'activités que les jeunes vont pouvoir faire en nature. Il sera possible de s'amuser sur le site féerique du camp lors de la semaine de relâche. Des activités organisées seront offertes. Donc, on a une super programmation tout au long de la semaine, dont une journée de camp qu'on aime surnommer une journée congé de parents. Donc, c'est un peu comme une journée de camp qu'on pourrait vivre en été. Donc, les parents viennent porter leurs jeunes au camp, puis tout au long de la journée, on s'occupe d'eux. On a aussi la base de plein air qu'on prévoit ouvrir quelques journées pendant la semaine de relâche. Donc, le concept de la base de plein air, c'est ça, c'est que les gens sont libres sur le site de faire plusieurs activités, profiter du plein air. Et à travers cette journée-là, il va y avoir une programmation d'activités animées. Et étant donné qu'on veut faire ça en formule événement, c'est sûr qu'il va y avoir des activités spéciales qui ne seront pas disponibles tout au long de l'année, puis qui vont être vraiment, qui vont arriver juste une fois. Donc, il faut vraiment sauter sur l'occasion. La bonification de l'offre est une priorité pour l'équipe du camp, selon Catherine Drapeau, qui souhaite rendre le site accessible à l'année. En ce moment, on essaie toujours d'innover puis d'améliorer encore plus notre offre. Puis on a un super grand terrain de jeu au Camp Le Manoir. On en profite, on aime ça, trouver des idées innovatrices. En ce moment, on a des projets en développement comme le parcours aérien qui est en construction en ce moment et qui devrait être disponible dès cet été. Donc, ça va être offert dans le cadre de la base de plein air animé. Les gens vont pouvoir acheter un billet, venir profiter
de toutes les installations qu'on a sur le site du camp et bien, ça va être bonifié par le parcours aérien qui est un peu comme un arbre en arbre, je dirais, un parcours dans les airs. Et aussi un autre grand projet qu'on a super hâte de présenter qui est la tyrolienne, qui va être une tyrolienne double avec vue sur le fleuve. Ça devrait s'en venir cet été aussi. Pour suivre les développements et les activités du camp Le Manoir, rendez-vous sur les réseaux sociaux. C'est tout pour ce bulletin. Au nom de toute l'équipe, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.